Quand on parle d'écologie, on a toujours tendance à parler du fameux monde d'après, une expression que j'aime pas trop, mais c'est l'expression consacrée. Et souvent, on envisage ben, l'effondrement, tout ce qui va mal se passer, et ça nous fait peur. On se pose même la question de savoir si on doit avoir des enfants ou qu'est-ce qu'on va donner comme monde à ces enfants-là. Et aujourd'hui, je reçois Sandrine Roudot, qui est une chercheuse, qui a écrit plusieurs bouquins, dont Utopie mode d'emploi, mais aussi dernièrement, qui sort en septembre, Les Déliés, qui est un roman utopiste qui vous donne une autre vision positive de ce à quoi ça pourrait ressembler. Parce que ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on se prive énormément aujourd'hui de plein de choses pour ce monde qui nous semble, entre guillemets, parfait. Et Sandrine, elle vous propose une autre lecture, une autre manière de voir le monde. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc tu vas bien? Oui, très bien. Sandrine, on s'est rencontrés chez moi en fait. C'est ça, si je me trompe pas trop. T'es venue à la maison, mais on avait pas mal discuté avant. Et la première question qui me vient, et parce qu'on a beaucoup parlé ensemble aussi, c'est qu'est-ce que tu penses de ce terme d'effondrement? Est-ce que tu l'aimes bien? Parce qu'on en parle beaucoup de l'effondrement, de la collapsologie. Je pense que c'est une diversion. En tout cas, moi, je le prends comme tel. On a mis un mot sur quelque chose, voilà. Et du coup, on l'enferme dans une forme. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc, il y a des gens pour qui c'est un électrochoc, ce mot d'effondrement. Et ça arrivait à un moment donné où ils avaient envie, peut-être besoin d'entendre ça. Ça a permis l'image est évidente, quoi. Donc on voit bien qu'on va pas pouvoir s'en sortir comme ça. Moi, je suis tellement sur ce sujet depuis tellement longtemps que je me méfie des gros mots, en fait. Moi, je suis plutôt sur l'idée d'inventer un autre monde. L'effondrement, je ne sais pas quand il aura lieu, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et puis, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment monter un autre monde, en fait. Donc, je préfère pas répondre à la question, parce que pour moi, c'est de la diversion sur les sujets que je préfère. Mais toi, en fait, ton sujet, c'est l'utopie, c'est les nouveaux récits, Et justement, enfin, quand on dit de quelqu'un qu'il est utopique, en général, on lui dit qu'il est... Enfin, en fait, ça sous-entend qu'il n'est pas vraiment réaliste. Mais en fait, mon sujet de départ, c'est un gros coup dans la figure, et où je me réveille un matin et je me dis, je comprends qu'on va dans le mur, et comment je fais pour alerter les gens et pour qu'on change, quoi. Parce que je vois bien qu'on ne change pas. C'était il y a longtemps, mais... Pourtant, on savait déjà tout un tas de choses. Et donc, mon sujet, au départ, c'est pas l'utopie. Mon sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Donc, quelles sont les résistances au changement? À la fois techniques, par rapport au modèle économique et les autres modèles, et surtout psychologique et culturel. Et donc, c'est ça que j'ai étudié. Et en étudiant cela, en voyant les freins réels et les leviers qui permettaient de les surmonter, en fait, j'en suis venue à l'utopie. Parce que c'était la seule chose qui me semblait apte à dépasser nos freins, qui sont le sentiment d'impuissance, qui sont la peur, la culpabilité, enfin voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que il faut, pour aller au-delà de ces freins qui sont sur lesquels on n'a pas de prise, en fait, c'est émotionnel, il faut du désir. En fait, il y a un sentiment qui est plus fort que la peur et tout ça, qui est le désir, qui te permet de surmonter tout ça. Et ça, c'est pas avec du développement durable et de la transition que tu crées du désir de quoi que ce soit. C'est pas en disant on va réduire le CO2, les amis, ça va être la fête, vous allez voir. Enfin, on voit bien le récit d'avant et il était beaucoup plus sympathique. Et ça, l'utopie crée ce désir, et je m'en suis rendu compte en parlant, puisque avec cette idée-là, je me suis retrouvée sur antidéprime.com. Donc je me dis, tiens, alors que l'utopie, certes, c'est un récit, on se dit ça va être un monde merveilleux, mais moi, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est parce que l'utopie, en fait, c'est deux choses. C'est la radicalité dans les objectifs, c'est-à-dire on veut aller... C'est pour ça qu'on dit que c'est utopique, c'est quand on est radicaux dans les objectifs. Donc, par exemple, on veut zéro pollution, ça c'est une utopie. Et être extrêmement pragmatique dans les moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de bonne démarche.
Voilà, il y a pas de procédé. On va tester, on va expérimenter des choses et on va avancer. Parce que on n'a jamais expérimenté ce changement de monde. Donc forcément, tous, on est en train d'expérimenter, de faire des choses. Et il faut s'autoriser ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne façon d'y arriver. Et ça change selon les entreprises, selon les cas, selon les pays, selon tout. Donc l'utopie, c'est vraiment cette idée d'objectifs radicaux. Et pourquoi radicaux ? Parce que si tu dis on va réduire de moins 20% le CO2, par exemple, en fait, tu vas faire à peu près comme avant, parce que des poches on va en trouver, des poches de réduction. Par contre, si tu dis on va faire zéro pollution, là, tu es obligé de te creuser la cervelle. Donc, ça crée de l'innovation, parce que là, tu es en train de sortir totalement du cadre. Tu n'es pas en train de regarder ce que tu vas devoir rogner sur tes habitudes, tu es en train d'imaginer un truc, mais totalement fou. Et en fait, ça libère. Cette idée de se dire, en fait, c'est un truc complètement fou, son truc, mais en fait, ça te libère totalement. Tu n'es pas du tout dans tes autocensures. Et là, comme par hasard, tu commences à imaginer. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai bien envie de me démener pour un monde sans pollution. Me démener pour un monde avec moins 5% de pollution, ça ne m'intéresse pas. Et je prends souvent le rapport avec l'esclavage ou d'autres grandes causes. Si on voulait un esclavage responsable, personne ne se serait battu pour ça, en fait. Tu vois ? Bah oui. Non, mais il y a un moment donné où on va pas dire on va faire une pollution responsable. Mais c'est n'importe quoi. En fait, ce n'est pas acceptable. Et à un moment donné, il y a des vies en jeu, il y a des choses, donc on ne rigole pas avec ça. La dignité, elle est forcément radicale. Et donc, en fait, ce truc-là aussi te dit, je vais créer un monde. Enfin, ça fait envie, quoi. Tu dis, voilà, je vais monter en humanité. Et donc, c'est pour ça que j'en suis venue à l'utopie, c'est parce que c'est une force de progrès énorme. Et que finalement, quand tu regardes à travers l'histoire, c'est toujours l'utopie qui a fait changer le monde. C'est des gens qui se sont dit, voilà, on veut l'abolition de l'esclavage. Les femmes, elles ont dit, on veut voter. Elles n'ont pas dit, on veut voter une fois sur 3. Voilà. Et donc, à chaque fois, c'est ce truc-là. Et après, pourquoi les récits ? Parce que, en fait, une utopie, c'est quoi ? C'est utopia, donc ça veut dire qu'il n'a pas de lieu. Et en fait, le seul lieu qu'elle a, c'est l'imaginaire. C'est que dans ta tête, avec quelques-uns, où tu te dis, mais moi, je suis... En fait, c'est pour ça que je parle souvent de clairvoyance. C'est des gens qui voient par-delà le présent. Ils ne sont pas scotchés par toutes ces contraintes. Ils voient le futur qu'ils veulent voir advenir. Et pour l'instant, il n'est que dans leur tête. Et quand on dit ça n'a pas de lieu, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas en avoir. Et donc, il y a une espèce de force d'imaginaire. Et donc, c'est l'imaginaire qu'il faut absolument déblayer. Et tu en parles souvent sur les normes culturelles, c'est cette idée que non, le futur, c'est pas forcément le progrès tel qu'on le voit aujourd'hui, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Et c'est là où il va falloir arrêter d'avoir notre imaginaire confisqué par le high-tech et le marketing et tout ça, et proposer d'autres imaginaires. C'est là où j'en suis venue au récit. Complètement. Et alors justement, c'est intéressant parce que l'utopie en général, c'est un mot, à l'inverse, c'est pas de la dystopie, donc c'est plutôt positif. Et pourtant, on nous parle d'écologie punitive, donc on a l'impression qu'on va nous priver de quelque chose parce que, tu vois, enfin moi, toute la réflexion que j'ai menée, c'est de me dire, finalement, l'image qu'on nous a donnée du bonheur, c'est cette idée d'accumulation, tu vois, de pouvoir, d'argent, de biens, etc. Et nécessairement, effectivement, et tu sais, de ce qu'on appelle de confort, tu vois, de bien vivre, c'est-à-dire de pouvoir commander des sushis quand tu veux, de pouvoir, j'en sais rien, manger des tomates mozzarella tous les jours de l'année. Et quelque part, on te dit, oui, mais tu vois, tu vas plus pouvoir prendre ta voiture, tu vas plus pouvoir prendre l'avion, donc on te prive. C'est comme ça que les gens, en fait, l'envisagent. Et toi, tu parles d'un discours positif. Tu peux m'expliquer ça, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant, et du coup, ça m'intéresse que tu me redises. Alors, l'écologie punitive, déjà, qui utilise ce terme ? Devine. Voilà, non, à qui profite le crime. Donc forcément, on a beau jeu de le montrer de cette manière-là. Après, je peux pas dire que l'écologie a eu des super récits. Il y a eu des super récits sur le high-tech. On nous a fait croire qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Donc il y a une forme de lucidité qui impose une forme d'honnêteté dans l'écologie qui effectivement n'est pas hyper sexy au départ. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je suis allée sur l'utopie, c'est que pour moi, là, pour le coup, c'est positif et ça crée autre chose. La contrainte, il faut bien voir de quoi on va se priver, quoi. Tu vois, là, les gens se sont rendus compte pendant le confinement que d'avoir été privés de tout un certain nombre de choses, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, il y a plein de gens qui se disent en sortant, le premier truc qu'ils ont fait, c'est passer une soirée avec des amis. Voilà. De quoi on les a privés ? Du lien. Ça, oui. Et ça, pour le coup, la société de consommation nous a beaucoup privé le lien. Elle nous a aussi privé, quelque part, d'une forme de reconnaissance qui est
la reconnaissance qu'on a envers soi-même. Puisqu'en fait, voilà, c'est que l'image que tu renvoies à l'extérieur, et cette image, elle est toujours dans une forme de fuite en avant. Et donc, donc on nous a privé notre confiance en nous. On pense même pas qu'on puisse changer ce modèle, quoi. Enfin, le sentiment d'impuissance est assez terrible. Donc finalement, cette société nous a privé déjà de pas mal de choses. L'idée, c'est plutôt d'aller reconquérir tout ça. Et c'est pour ça que moi, je parle de l'utopie, c'est que l'utopie, c'est vraiment se fixer sur demain. C'est-à-dire se dire, OK, moi, c'est cet avenir-là que je veux, en fait. Je veux vivre dans un monde comme ça, où il n'y aurait pas de pollution, où la dignité, voilà, où chacun aurait un revenu, par exemple, universel, où les citoyens pourraient participer, etc. Et se fixer, et chacun a son utopie. Voilà, il y a des utopies féministes, il y a plein de... Chacun a la sienne. Et tu te bats pour ça. Tu n'es pas en train de regarder aujourd'hui ce que tu vas perdre. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que quand tu es sur la transition et toutes ces logiques-là, tu es en train de regarder... Tu ne vois que ça, tu ne vois que le monde d'aujourd'hui et effectivement ce que tu dis, ce qu'il va falloir enlever. Alors que quand tu es sur l'utopie, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment je vais réussir à réaliser mon utopie. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les gens, enfin j'aime pas cette expression, mais les personnes, quand elles parlent d'écologie punitive ou quand les personnes pensent à il va falloir moins faire ci, moins ça, etc., elles n'envisagent pas le coût que ça a pour elles, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir voir ses enfants parce qu'en fait tu bosses comme un âne, le fait de te polluer les poumons parce qu'en fait c'est hyper pollué, le fait de mal manger, le fait de effectivement ne pas avoir de lien avec les personnes qui te vendent des choses, tu ne sais plus qui te vend quoi, le fait de ne pas pouvoir réparer quoi que ce soit parce qu'en fait on est dans une société de consommation. Donc ouais, tu te prives d'un tas de choses dont tu ne te rends même pas compte parce qu'en fait tu t'en prives, donc elles sont pas là. Et par contre on te dit en fait on va renverser, et il y a peut-être plus à gagner qu'à perdre finalement. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Hein. Enfin, moi, quand j'ai réécouté La Boétie, mais ça m'a fait tilt, quoi. Parce que ça, en fait, la servitude volontaire, c'est vraiment ça a tous les aspects de la praticité, de la modernité, de la norme sociale sexy, de tout ça. Et en fait, tu es juste en train de t'asservir, quoi. Et c'est vraiment, je sais plus qui disait ça, mais chaque chose que tu possèdes te possède. C'est-à-dire qu'on se crée des besoins qui ensuite nous asservissent. Et moi, je le vois, tu vois, par exemple, moi, un de mes grands plaisirs dans la vie depuis des années, c'est le voyage. Je vois bien, depuis qu'on on a pris la décision de ne plus prendre l'avion, en tout cas beaucoup moins, et notamment plus du tout pour le professionnel, et depuis des années ça, mais et pour les voyages récemment, le voyage précédent, on s'en souvient, mais alors il prend, tu vois, tu en profites, tu en parles, alors qu'avant, l'un chassait l'autre, quoi. Enfin, il y a vraiment... l'accumulation, en fait. Ouais, une accumulation, et au bout d'un moment, il y a une espèce d'overdose, et tu sais même plus pourquoi tu fais les choses, quoi. Et tu crois que, du coup, tu peux plus t'en passer, alors que le temps peut se dilater différemment, quoi. Ouais, et quand on te l'enlève, finalement, ça te manque pas. Parce que ce que tu disais pendant le confinement, on nous a enlevé tout un tas de choses. Tu vois, la capacité d'aller acheter un jean chez Zara, ou je sais pas, moi je vais pas chez Zara, mais admettons, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui y vont. Et en fait, tu te rends bien compte que ça t'a pas manqué des masses, quoi. Enfin, a priori, bon, moi, j'ai des copains, notamment, enfin, j'ai une copine qui est moins engagée que moi, mais et elle m'a dit que ça l'avait soulagée, c'est-à-dire qu'elle ne sentait plus la pression pour les enfants d'aller acheter des trucs, en fait. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire, voilà, t'as des enfants ados, on fait tous, enfin, c'est très compliqué toute cette histoire. Bien sûr. Et eux, en plus, ils l'ont pas choisi, hein, on leur a mis dans les mains tous les cadeaux, Et elle me dit, mais en fait, c'était super bien, c'était hyper apaisant comme période, parce qu'on n'était pas du tout dans l'injonction de consommer, l'injonction d'aller vite, l'injonction de devoir faire ça. Ouais. Tu vivais à ton rythme. Ouais. Exactement. Enfin, pour ceux qui pouvaient se permettre, en tout cas. Pour ceux qui pouvaient, évidemment, ouais. Et alors, justement, toi, tu as écrit un roman qui sort là, septembre, qui s'appelle Les Déliés, et où tu mets en scène, finalement... parce que parfois aussi, je pense que pour un certain nombre de personnes, ça peut être difficile de se projeter dans ce monde, tu vois, parce qu'on connaît très bien le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec, tu vois, l'angoisse, les burn-out, le stress, effectivement, le fait de devoir... toujours bosser pour gagner plus, pour accumuler plus, pour... on ne sait pas exactement pourquoi, mais à la fin, tu vois, éventuellement pour redonner à tes enfants, ou en tout cas pour
peut-être paraître socialement, etc. Enfin, tu vois ce monde dans lequel on vit. Enfin, je pense qu'on a tous à peu près la capacité, peut-être pas prendre de recul, mais en tout cas de l'envisager. Par contre, on a du mal à envisager ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être autrement. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu veux te décrire un petit peu ce que tu expliques dans ce bouquin, enfin, c'est-à-dire ce monde-là, pas forcément le livre, mais le monde que tu décris. Mais en fait, je suis passée à la fiction pour ça, c'est-à-dire pour donner à voir en fait ce monde. Parce que, pour revenir à cette histoire d'utopie, c'est des gens, pour eux, ce monde-là, il existe, ils le voient. Le gars qui a imaginé l'avion, il l'a imaginé, quoi, en fait. Il savait que c'était possible. Par contre, ils sont rares, ces gens-là. Enfin, voilà, il y a peu de gens qui voyaient comme lui exactement que c'était possible. Et à un moment donné, il faut donner à voir. Et j'ai la chance, pour bien traverser ce que j'appelais mon mal au monde depuis toutes ces années, j'ai essayé d'aller chercher tous les gens qui inventent déjà demain, donc j'essaye de m'en nourrir, de m'en inspirer. Et donc, il y a plein de choses qui existent déjà, simplement on ne les voit pas. Et surtout, on ne voit pas ce que ça peut donner tout ensemble. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, tout est très lié. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que dès lors que tu remets du low-tech, l'énergie va avec, la démocratie locale va avec, enfin, voilà, la monnaie. En fait, ce système-là que chacun développe en ordre dispersé à des endroits différents du monde et avec des styles différents, tu te rends compte que quand tu les mets ensemble, ça peut vraiment marcher et du coup, ça fait envie. Et il est déjà là, le monde. Donc en fait, le saut, il n'est pas énorme. Donc c'est un peu comme un filet de sécurité, tu sais qu'il existe et tu essaies d'aller vers ça. Et donc en fait, voilà, il y a plein de choses. Et alors, tu as parlé de désobéissance tout à l'heure. Comment dans le livre, parce qu'en fait, il y a ici cette question, comment on passe d'un monde à l'autre ? Ouais, ça c'est intéressant parce que en fait, c'est ce que je voulais. Ouais, je l'ai écrit pour deux raisons. D'abord, parce que les romans d'anticipation sont toujours, enfin, en grosse majorité apocalyptiques, high-tech. Surveillance, écologie, dévastée, quoi. Un monde dévasté, c'est sombre, c'est triste. Et il y a un moment donné, tu dis, si on montre ça aux gens, évidemment qu'ils se résignent. Enfin, voilà, on n'arrête pas de leur dire, c'est vers ça que vous allez, quoi, les gars. Ça va pas être facile. Hein. Voilà. Donc, il y avait un gros manque, en fait, de romans utopistes. Et les libraires, d'ailleurs, me l'ont confirmé. Donc, il y a cette raison-là. Et la deuxième, c'est... justement, moi, je suis pas bisounours en fait. Enfin, je peux l'être, mais un utopiste, justement, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, quoi. Et l'idée, c'est pas simplement de dire regardez, je vous projette un monde qui pourrait être super. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment est-ce qu'on avait pu basculer vers ce monde, parce qu'il n'arrivera pas tout seul. Bah non. Il y a des forces contraires, très réelles, depuis des années, qui ont de la pratique, beaucoup plus que nous. Et puis voilà, il y a les habitudes, il y a tout un tas de choses, il y a beaucoup à perdre, on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. Comme dirait Pascal Pic, l'homme est un grand singe qui, tant qu'il n'a pas attrapé la branche d'après, ne lâche pas celle sur laquelle il est assise. Donc on a besoin de voir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment on allait basculer. Pourquoi ? Parce que je pense que dans les freins le frein le plus compliqué, c'est peut-être le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire cette idée de se dire, OK, les politiques, ils font rien, les lobbies sont énormes, les citoyens, on est en ordre dispersé, donc il revient toujours le même truc, le passage à l'échelle, et on est incapable de s'entendre, et patati et patata. Et même si nous on change, la Chine ne changera pas. Voilà, et t'as vu machin, il pollue à côté, etc. Or, moi, c'est vraiment le truc contre lequel je m'érige, c'est que d'abord, ça vient toujours des citoyens. Après, on aime bien refaire l'histoire, et ça vient de citoyens ordinaires. C'est fou parce que on est extrêmement dur avec les gens qui essaient de faire changer les choses dans notre époque contemporaine, et on est extrêmement, mais en admiration devant ceux qui les ont fait changer avant. On oublie que ceux d'avant leur a craché dessus, sur Luther King, comme sur les suffragettes, comme sur tout le monde. Et moi, j'avais envie aussi, c'était aussi un hommage à ceux qui sont, les désobéissants qui sont en train d'essayer, ou les alternatifs qui sont en train d'essayer de tester un autre mode de vie. Il suffit de ne pas mettre ses enfants à l'école parce qu'on estime qu'on veut une éducation alternative, et pour paraître comme le dernier des donneurs de leçons. Tu n'as donné de leçons à personne, en fait. C'est juste que tu veux essayer quelque chose. Donc, je voulais aussi montrer ça. Et moi, je crois donc, je voulais montrer comment des citoyens à différents endroits pouvaient faire ce que j'appelle des trous dans la coque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses. Il faut bâtir le bateau de demain, mais en même temps, il faut faire des trous dans la coque de celui d'aujourd'hui. Parce que sinon, il ne nous laissera pas faire.
Et on est pressé. donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment chacun, à l'endroit où il est, avec ce qui l'anime, que ce soit une utopie, que ce soit de la contestation, que ce soit une résistance plus poétique dans le récit, d'autres qui sont plus dans je bloque un projet parce qu'il est clairement mortifère et voilà, et ça va être terrible pour les Indiens, etc. Et bien que chacun à son endroit est en train de contribuer à une histoire. Et en fait, on ne le voit pas parce qu'on ne voit pas les autres faire. Il y a un moment donné où, si chacun fait ce qu'il a à faire, sans se préoccuper de ce que font les autres, moi, je suis convaincue qu'on peut faire bouger les choses. Et c'était un peu l'idée de ce livre, c'était de montrer comment est-ce qu'on pouvait à la fois se mettre en lien. Et quand je dis se mettre en lien, c'est aussi respecter les autres. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup, vraiment, je parlais de désir tout à l'heure, c'est vraiment le moteur. Et pour ça, il faut suivre son désir. C'est-à-dire que tout le monde dit oui, il faudrait un lobby citoyen, on est incapables, nous, les engagés, de se mettre d'accord entre nous, etc. Ouais. Mais en fait, moi, je ne crois pas qu'il faille qu'on se mette d'accord. Je crois que si on fait ça, on va élimer, anéantir ce qui est notre plus grosse force, qui est ce désir personnel, ce truc qui nous fait vibrer, qui peut être une colère, qui peut être une peur, qui peut être un espoir, qui fait que tu te bats pour ta cause. Ta cause, c'est pas celle des autres. Il y en a, moi, pendant très longtemps, le féminisme, je comprenais pas vraiment. Puis ça y est, là, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut aussi se respecter pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en avance. Il ne faut pas se culpabiliser de se dire moi je fais pas ça donc je les vois comme des militants donneurs de leçons. Non, c'est pas ça le sujet. Eux, ils ont vu un truc, ils sont en train d'essayer de défendre. Toi, tu as vu autre chose et tu essaies de le défendre. Et c'est bien parce qu'on peut pas tout défendre. Et donc, moi, c'était un peu ça aussi, c'était de dire voilà, allons chacun à la fois sur notre cause et sur notre style et sur notre tempérament avec les compétences qui sont les nôtres. Et par contre, ça, je les appelle les unis dispersés ou les dispersés unis plutôt. Et par contre, de temps en temps, ayons de l'empathie pour la cause des autres, essayons de comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer, qui, au début, nous paraît totalement aberrant. Moi, je me souviens, avant le zéro déchet, je trouvais que c'était un petit peu radical, et aujourd'hui, je ne supporte plus une bouteille de plastique. Donc, voilà, c'est juste qu'il y avait des gens qui étaient en avance sur moi, à ce sujet-là, et moi, j'étais en avance sur d'autres, probablement. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est un appel et plein d'idées pour imaginer comment faire. Et exercer cette liberté personnelle et cette envie qu'on a, soit de bâtir, soit de saboter en fait le monde d'hier, et de voir comment on peut, par contre, avec des petites techniques, des outils, se mettre en lien pour pouvoir faire bascule, quoi. C'est qu'il y a un moment donné. Mais je pense que le truc extrêmement important, c'est cette histoire de respect, de dire ayons de la bienveillance les uns pour les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on voit toujours les autres comme des donneurs de leçons, où on est toujours le radical de l'un ou le vendu de l'autre, quoi. Mais en fait, la personne qui fait une action, elle le fait pas pour te renvoyer ta culpabilité, elle le fait, quoi. Et voilà. Et alors, dans le livre, tu parles d'une IA qui domine et qui rejette les GAFA, entre autres, avec donc la fin d'Instagram, la libération d'Instagram. On peut dire ça comme ça. Ça peut sembler étrange de se dire qu'une IA s'installe pour donner des règles, non ? Comment toi pourquoi tu as pensé à ça ou pourquoi j'ai pensé à ça, en fait, c'était une idée que j'ai eue parce qu'on avait fait un exercice du Chrony et avec l'Institut des futurs souhaitables. Et en fait, j'ai eu cette idée de me dire les politiques changeront jamais. C'est clair. Trop de lobby, trop de ceci, trop de cela. Et si on mettait une dictature au pouvoir, après tout, une dictature de l'intelligence artificielle avec tout ce qu'on sait en termes avec les chiffres sont évidents, quoi. Donc s'il y avait des décisions rationnelles de prise, ce que ne font pas les politiques, ça irait forcément dans le bon sens. En tout cas, ça ne peut pas être pire. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est qu'évidemment c'est un prétexte. Et c'est surtout que c'est un contre-emploi. Parce que moi, je ne crois pas en une autorité, je crois en l'autorité de chacun et dans la puissance personnelle. Donc en fait, c'était un peu... j'aime bien me confronter à des contre-emplois. Pour moi, ça m'ouvre les idées. Effectivement, ça m'a donné plein d'idées, quoi, de la façon dont on pouvait faire basculer le monde. Donc, parce que l'idée, c'est quand même... tu peux pas écrire tu peux pas te dire, en tout cas moi, je crois trop en l'humain pour me dire, je vais appeler une intelligence artificielle pour qu'elle me sauve, quoi.
Ça veut dire que tu ne crois plus en l'humain. Hmm. Donc mon idée, c'est en fait ça m'a forcé à me dire, ok, comment est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, quoi. Comment est-ce qu'on peut être meilleur qu'elle, voilà, comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir parce que c'est juste un constat d'échec de dire on va faire une dictature de l'intelligence artificielle. C'est sûr. Enfin, avec toute notre humanité, quoi. Et c'était aussi l'idée, c'est parce que voilà, je pense que le récit, le seul récit de l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, c'est celui du high-tech et de l'intelligence artificielle, et j'avais envie d'en montrer un autre. Okay. Donc je me suis servi du leur. Et tu parles beaucoup enfin, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la désobéissance. C'est quoi le manuel du petit... Comment on fait, en fait, pour désobéir? Comment ça commence? Je sais pas. Parce que toi, tu as eu parce que quand même, à la base, tu viens de la pub. Bon, c'était il y a longtemps, mais tu viens de la pub. Et du coup, au fur et à mesure, tu as fait un processus. Et c'est vrai que la désobéissance, donc de remettre en cause les normes, de remettre en cause tu vois, le monde dans lequel on vit, pour ensuite se dire, bah, finalement, c'est ce monde-là vers lequel j'ai envie d'aller, avec une vision plus ou moins radicale. Radicale pour toi, en tout cas, c'est sûr. Et après, bah, voilà les moyens à mettre en œuvre. Et regardez, en fait, finalement, bah, c'est pas si mal, c'est même plutôt sympa, parce que ce qu'on envisage, effectivement, c'est la privation de plein de trucs qu'on a, mais on n'envisage pas ce qu'on peut gagner par ailleurs. Comment on commence cette désobéissance? Comment ça marche? Alors, comment on commence? Il y a un moment donné où, moi, je crois beaucoup au refus. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, tu as dit le mot radical. Alors, je vous rappelle souvent que radical vient de racine. Et donc, être radical, c'est défendre la racine, revenir à la racine des choses, défendre l'essentiel. Et en fait, il y a un jour où tu te rends compte que tu t'es éloigné de l'essentiel et que tu es en train de te compromettre pour des choses qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Voilà. Et qui font du mal. Qui te font du mal et qui font du mal aux autres. Et à partir du moment où tu as ce truc-là, tu commences... Alors, c'est pas conscient au départ, mais... tu commences à t'affranchir de tes croyances. L'une des croyances, et moi, qui est extrêmement partagée, c'est la croyance dans la croissance, qui serait le seul modèle économique possible. Bon, voilà. Donc, tu commences à t'affranchir de ça, tu commences à te dire, OK, pourquoi je crois à ça, en fait, voilà, la croyance, c'est justement qu'il n'y a pas d'argument. On est purement dans la religion, là-dedans. Et en fait, la désobéissance, c'est commencer à désobéir avoir un esprit critique sur tout, c'est-à-dire ouvrir les boîtes. J'ai toujours, faut tout pirater, c'est-à-dire quand on te dit oui, bah si, il faut créer de l'emploi, il faut ceci, enfin bref. Oui, tu ouvres la boîte, tu dis ok, mais c'est quoi la question en fait? Moi je me méfie beaucoup de tous ces trucs des injonctions. Des injonctions. Et à partir de là, tu commences à reprendre du pouvoir sur ce que tu penses. Et on est tous capables de penser exactement dans le bon sens, en fait. Dès que tu donnes l'occasion aux gens, dès que tu leur poses des questions sur notre modèle et à n'importe quel niveau, et moins d'ailleurs tu es dans les autorités qui ont de l'autorité, et plus tu es intelligent, enfin plus tu es lucide et absolument pas dupe de ce qu'on te raconte. Donc il y a cette histoire, il y a s'affranchir du regard des autres. Il y a aussi ça, c'est-à-dire désobéir aussi aux injonctions de la norme sociale. Il y a s'affranchir de qui tu crois être. Ça, c'est important aussi. Ah non, mais moi, je suis pas un audacieux. Ah non, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Ah, mais moi, je peux pas me passer de mode. Affranchis-toi de ça. Et de qui tu voudrais être. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... et ça... Pour ça, la désobéissance, voilà, à un moment donné, c'est un concept, mais moi, je crois que ça se vit, en fait, ça s'expérimente. Ça s'expérimente quand on te donne des choix à faire, que tu fais des refus, tu sais que tu vas aller contre les normes sociales, que tu vas peut-être te mettre en danger. Dans ces cas, en général, d'abord, si la décision, elle est évidente, c'est que tu es mis pile au bon endroit. Et en fait, quand tu désobéis, en général, tu obéis à toi-même. C'est le moment où tu es en train de revenir, justement, de te réaligner. C'est pas de dire non pour dire non. Enfin, voilà. Quand tu dis non, tu dis oui à autre chose. Sans que ce soit une posture non plus, quoi. Voilà. Tu es en train de dire oui à qui tu es, à qui tu étais peut-être, à tes ambitions passées, tes envies passées. Oui à d'autres valeurs. Et c'est pour ça qu'on dit toujours oui.
les gens sont dans la contradiction, dans la contestation, mais non, ils sont ils sont profondément pour un mode de vie plus égalitaire, plus écologique, plus précieux, etc., etc. Donc il y a ça. Et en fait, si j'en étais venue à désobéissance, c'est parce que je m'étais rendu compte que le monde avait changé avec un petit nombre d'individus et que à chaque fois, ce sont des gens qui sont en contestation de leur époque. On n'imaginait pas effectivement, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure avant que le droit de vote des femmes passe, on disait c'était une utopie. Et voilà, c'est des filles qui ont désobéi, quoi. Et malheureusement, on est obligé de désobéir à ce qu'on estime illégitime. Ce qui est légal n'est pas forcément ce qui est légitime. Et en fait, les lois et les autorités suivent toujours le mouvement des citoyens. Donc il faut quelques-uns, à un moment donné, qui arrivent à aller par-delà leur peur, par-delà le regard des autres, le mépris, et qui le fassent. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur la désobéissance et en parler, c'est pour changer le regard qu'on peut avoir sur les désobéissants. Moi, me dire, tu vois, les suffragettes, les autres femmes leur cracher dessus, mais ça me titanie. Je me dis, mais j'espère que je n'aurais pas été dans ce camp-là. Mais rien ne prouve que je n'aurais pas été dans ce camp-là. Ouais. C'est ça qui est, et en fait, c'est ça qui est intéressant. Goldman, C'est pour ça que je voulais travailler sur la soumission à l'autorité. C'est que c'est pour voir à la fois qu'on est tous vulnérables, voilà, et qu'à la fois on peut tous être quelqu'un, un peu un héros ordinaire sur un sujet à un moment donné. Et le truc, c'est qu'il faut écouter son cœur parce qu'en général, il te met toujours au bon endroit, quoi. Ça, puis avoir conscience. Je pense, tu vois, typiquement, la grande majorité des personnes qui se plaignent des migrants n'ont aucune notion, vraiment, sincèrement, que c'est leur mode de consommation à eux, dans leur pays, en France, là, qui génère de la migration. Les gens, ils n'ont pas envie de migrer, en fait. Ils ont envie de rester dans leur pays. Et en fait, ils migrent pourquoi ? Parce que c'est plus vivable. Et pourquoi c'est plus vivable ? C'est à cause de mode de consommation. Donc, en fait, ils sont dans ce camp des gens qui crachent sur les suffragettes, quelque part. Bien sûr, tu vois, à distance. Et ils vont se baigner dans la Méditerranée alors qu'il y a eu des milliers de morts, etc. Et en fait, finalement, tu vois, ils y réfléchissent pas trop. Ils le mettent à distance. Tu vois, l'un des invitements, c'est la mise à distance. Et c'est vachement intéressant de voir qu'en fait, ils y sont quelque part déjà, dans ce camp des gens qui crachent. Parce que tu craches, pardon pour l'expression, mais tu craches à la gueule des gens qui vivent au Pakistan, qui vivent dans certains pays d'Afrique, et qui souffrent en fait de notre mode de consommation aujourd'hui. Enfin, c'est quand même moi, c'est pour ça que je voulais mettre, parce que tu vois, quand je fais des ateliers et tout, je pose la question aux gens, à quel moment avez-vous désobéi, par exemple, ou à quel moment, voilà. Et c'est pour ça que je voulais passer à la fiction, parce que dans mon roman, tu vois, les personnages, tu te dis, est-ce que je leur cracherais dessus ? Et c'est pas la même chose, parce qu'en fait, tu peux aussi être ce personnage, tu peux aussi être ce héros. Sûr. Donc tu peux être dans les deux camps à chaque fois. Ouais. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Ouais. Effectivement, tu l'as sur les réfugiés, tu l'as sur plein de gens. Et moi, très très souvent, je me dis, mais comment l'histoire va juger cette période ? Ça va être terrible. Ça va être terrible, quoi. Parce qu'on est dans l'inaction, majoritairement. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que, tu parlais de positif, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe, on a des périodes où on construit, des périodes où on déconstruit. Il y a eu l'abolition de l'esclavage, et puis après, la machine à vapeur qui a remplacé les esclaves, c'est elle qui a créé le CO2, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a des débats. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est au moment où c'est à nous de réinventer, là. C'est à nous de casser le cycle mortifère. En fait, on en sort. Donc, moi, je suis bien plus contente. Moi, je suis super contente d'être dans ceux qui sont en train d'essayer de sortir le monde de la société de consommation, dit les 30 glorieuses et société de consolation et tout ce que tu veux, pour inventer les utopies et les modes de vie qui vont nous permettre de rebondir. Hein. Moi, je suis contente de cette période. Ah bah non, mais moi aussi. En fait, en vrai, je trouve qu'on a vachement de chance. C'est pas facile tous les jours, on est d'accord. Non, moi, je trouve qu'on a vachement de chance, sincèrement, de pouvoir se dire, en fait, on participe à la réinvention et on va le voir advenir en plus. Parce que si c'est pas... Être humain, c'est persévérer en humanité, quoi. C'est pas consommer, en fait. C'est regarder ce qu'on est en train de faire et se dire comment je peux améliorer le sort commun et... Voilà, quoi. Bah, c'est clair. Je pense que ça vient de plus en plus avec l'âge, peut-être aussi. Je sais pas. Quoique les jeunes sont hyper engagés là-dessus. Les jeunes sont hyper engagés. Donc, à discuter. Ouais. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. À quoi je veux claquer la porte ? Ouvrir, tu peux ouvrir. Tu n'es pas obligé de claquer. Hein. Alors, j'aimerais l'ouvrir à la jeune génération. Ça, c'est sûr. Mais sûr. C'est leur monde. C'est eux qui sont concernés. Donc... il y a des gens qui critiquent leur façon de
s'approprier le problème. J'ai envie de leur dire, mais attendez, on leur a tout confisqué. On va pas encore leur confisquer la façon dont ils doivent s'indigner, en fait. Donc, et je claquerai la porte à l'arrogance et la malhonnêteté intellectuelle. Je supporte pas. Les gens qui viennent te raconter la vie en étant totalement hors sol, ces autorités bien pensantes, ou ceux, tiens, en ce moment, ceux ces politiques qui découvrent l'écologie et qui remettent la faute de la non-action de l'écologie sur les écologistes sous prétexte qu'ils auraient été, ils savent pas s'y prendre et qui sont contraignants et punitifs et tout ça. J'ai envie de leur dire un peu d'humilité, les gens. Ouais, enfin, voilà, vous étiez où avant ? Et un peu de reconnaissance pour ceux... On peut ne pas être d'accord sur les gens qui se sont battus, la façon dont ils l'ont fait, mais merci, quoi. Enfin, peut-être il y en a qui sont fatigués de ça, mais heureusement qu'ils étaient là, quoi. Pendant que nous, on n'était pas là. Donc, c'est clair. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.